Briser le cycle infernal de l'effet foutu pour foutu. Deux psychologues, Claire Adams de l'Université d'État de Louisiane et Mark Leary de l'Université de Duke, ont mis sur pied une étude qui ne pouvait que déclencher l'effet foutu pour foutu. Ils ont invité dans leur laboratoire des jeunes femmes qui surveillaient leur ligne et ils les ont encouragées à manger des donuts et des bonbons au nom de la science. Ces chercheurs avaient une hypothèse intrigante sur la manière de briser le cycle infernal. Si la culpabilité sabote le self-control, pensait-il, alors peut-être que l'inverse de la culpabilité renforcerait le self-control. Leur improbable stratégie était la suivante. Faire en sorte que la moitié de ces mangeuses de donuts se sentent mieux à l'idée de céder. Ils dirent aux jeunes femmes qu'elles allaient participer à deux études séparées. Une étude sur l'impact de la nourriture sur l'humeur et un test de goût de différents bonbons. Dans la première étude, toutes les femmes devaient choisir entre un donut au sucre glace et un au chocolat, et le finir en moins de 4 minutes. On leur a aussi demandé de boire un grand verre d'eau, trouvaille des chercheurs pour s'assurer qu'elles avaient l'estomac bien plein, à la limite de l'inconfortable. Rien de tel qu'une ceinture un peu trop serrée pour susciter la culpabilité. Les femmes ont ensuite répondu à une enquête dans laquelle elles décrivaient comment elles se sentaient. Avant le test de goût des bonbons, la moitié des femmes ont reçu un message visant à les décharger de leur culpabilité. L'expérimentateur a mentionné que les participants se sentent parfois coupables de manger un donut en entier. Il a donc encouragé chaque participante à ne pas être trop dure avec elle-même et à rappeler que tout le monde se faisait plaisir à l'occasion. Les autres femmes n'ont eu aucun message de ce genre. Venait ensuite le test pour savoir si le fait de se pardonner à soi-même briserait le cycle infernal de l'effet foutu pour foutu. L'expérimentateur a servi à chacune 3 grands bols de bonbons, des Reese Poopers au beurre de cacahuète et au chocolat, des Skittles aux fruits et des York Peppermint Patties. Il y en avait pour tous les goûts. On a demandé aux jeunes femmes de goûter chaque sorte de bonbon afin de l'évaluer en les invitant à en manger autant ou aussi peu qu'elles le désiraient. Si les femmes se sentaient toujours coupables d'avoir mangé le donut, elles devraient dire. Si les femmes se sentaient toujours coupables d'avoir mangé le donut, elles devraient se dire « J'ai déjà fait une entorse à mon régime, alors qu'est-ce que ça peut faire si j'avale des Skittles ?» Après le test de goût, l'expérimentateur a pesé les bols afin d'évaluer quelle quantité de bonbons chaque participante avait mangé. L'intervention pour que les participantes se pardonnent a été un réel succès. Les femmes qui en ont bénéficié n'ont mangé que 28 grammes de bonbons, comparativement aux presque 70 grammes consommés par les femmes que l'on n'avait pas encouragées à se pardonner. À titre indicatif, un seul Hershey Kiss pèse 4,5 grammes. La plupart des gens sont étonnés par cette découverte. Il paraît naturel de penser que de dire « Tout le monde se fait plaisir à l'occasion, ne soyez pas trop dur avec vous-même » ne peut qu'inciter à manger plus. Pourtant, c'est parce qu'elles s'étaient déchargées de leur sentiment de culpabilité que ces femmes n'ont pas exagéré leur consommation de bonbons dans le test de goût. On pourrait croire que la culpabilité motive l'individu à corriger ses erreurs, mais c'est juste un exemple de plus qui montre que le fait d'éprouver un sentiment négatif pousse à céder à la tentation. Tout plutôt que de se pardonner. Dès que je mentionne en classe l'idée de se pardonner, les arguments commencent à fuser. À croire que j'aurais suggéré que le secret pour développer sa volonté, ce serait de jeter des chatons sous les roues d'un bus en marche. Si je ne suis pas dur avec moi-même, je n'arrive à rien. Si je me pardonne, je sais que je recommencerai. Mon problème, ce n'est pas que je suis trop dur avec moi-même. Mon problème, c'est au contraire que je ne suis pas assez critique avec moi-même. Pour beaucoup de gens, se pardonner, c'est trouver une excuse pour craquer encore plus. Mes étudiants soutiennent souvent qu'ils se traitent avec trop de douceur. C'est-à-dire s'ils ferment les yeux sur leurs échecs, s'ils ne se critiquent pas quand ils ne s'avèrent pas à la hauteur de leurs espérances, entre parenthèses élevées, ou s'ils ne se menacent pas avec des conséquences terribles au cas où ils ne s'amélioreraient pas, ils vont glisser dans la paresse. Ils croient qu'ils ont besoin d'une voix sévère dans leur tête pour contrôler leur esprit, leurs instincts et leurs faiblesses. Ils craignent, s'ils abandonnent ce dictateur et critique interne, de n'avoir aucun self-control. C'est ce que nous croyons presque tous, à un certain niveau. Après tout, lorsque nous étions enfants, nous avons d'abord appris à nous contrôler par le biais des ordres et des punitions parentales. Cette approche est nécessaire pendant l'enfance parce que, reconnaissons-le, les enfants sont des animaux sauvages. Le système de self-control du cerveau ne se forme pas totalement avant les premières années de l'âge adulte, et les enfants ont besoin d'un peu de support externe avant que leur cortex préfrontal se développe. Mais beaucoup de gens se traitent comme s'ils étaient encore des enfants. Et franchement, ils agissent plus comme des parents abusifs que comme des éducateurs attentionnés. Ils se critiquent chaque fois qu'ils cèdent à la tentation ou qu'ils échouent à leurs propres yeux. Tu es tellement flemmard, mais c'est quoi ton problème ? Chaque échec est utilisé comme une preuve qu'ils doivent être encore plus sévères avec eux-mêmes.
On ne peut jamais te faire confiance quand tu dis que tu vas faire quelque chose. Si vous pensez que le secret pour avoir plus de volonté, c'est d'être plus dur avec vous-même, vous n'êtes pas le seul. Mais vous avez tort. Toutes les études sur le sujet montrent que l'autocritique est systématiquement associée à une baisse de la motivation ou du self-control. C'est aussi l'un des plus gros signes annonciateurs de la dépression, qui épuise à la fois le pouvoir de faire et le pouvoir de vouloir. Au contraire, faire preuve de compassion pour soi-même, être gentil avec soi-même et s'encourager dans les périodes de stress ou d'échec, va de pair avec plus de motivation et de self-control. Prenez l'exemple de cette étude faite à l'université Carleton d'Ottawa au Canada. Les chercheurs ont suivi la procrastination des étudiants tout au long d'un semestre. Beaucoup d'étudiants ont mis du temps à se mettre au travail en vue du premier examen, mais tous n'en ont pas fait une habitude. Les étudiants qui se sont montrés les plus durs avec eux-mêmes pour avoir repoussé leur travail avant ce premier examen ont eu plus tendance à repousser aussi la préparation des examens suivants que ceux qui s'étaient pardonnés. Plus ils se sont montrés durs avec eux-mêmes la première fois, plus ils ont tardé à se mettre au travail pour l'examen suivant. C'est le pardon, et non la culpabilité, qui les a aidés à se remettre en selle. Ces découvertes vont à l'encontre de nos instincts. Comment est-ce possible, quand nous sommes si nombreux à avoir la ferme intention que l'autocritique est la pierre angulaire du self-control et que la compassion pour soi-même est la porte ouverte à la permissivité ? Qu'est-ce qui motiverait les étudiants si ce n'est le fait d'éprouver un sentiment désagréable après avoir trop tardé à se mettre au travail la première fois ? Et qu'est-ce qui nous disciplinerait si ce n'est la culpabilité d'avoir cédé ? Curieusement, c'est le fait de se pardonner et non le sentiment de culpabilité qui accroît la responsabilité. Les chercheurs ont découvert que lorsqu'une personne considère son propre échec avec compassion, elle a plus tendance à accepter la responsabilité personnelle dans son échec que quand elle s'autocritique à ce propos. Elle aura également plus de facilité à recevoir des commentaires et des conseils de la part des autres et sera plus encline à tirer parti de cette expérience. Si le pardon aide les gens à rebondir après une erreur, c'est en particulier parce qu'il ôte la honte et l'épreuve que constitue le fait de repenser à ce qui s'est passé. L'effet foutu pour foutu est une tentative pour échapper aux sentiments désagréables qui suivent un revers. Sans le sentiment de culpabilité et l'autocritique, il n'y a rien à fuir. Cela signifie qu'il est plus facile de réfléchir aux causes de l'échec et moins tentant de les réitérer. D'un autre côté, si vous considérez vos revers comme la preuve que vous êtes un incorrigible raté qui échoue dans tout ce qu'il fait, réfléchir à votre échec est un pitoyable exercice de haine envers vous-même. Votre objectif le plus urgent va être de calmer ces sentiments-là et non de tirer profit de votre expérience. C'est pour cela que l'autocritique ne marche pas comme stratégie de self-control. Comme d'autres formes de stress, elle vous mène droit à la recherche de réconfort. Pour certains, ce sera noyer leur chagrin dans le premier bar venu, pour d'autres, ce sera retrouver le moral en faisant chauffer la carte bleue. Expérience de volonté. Pardonnez-vous lorsque vous échouez. Tout le monde fait des erreurs et connaît des revers. La façon dont nous y réagissons est plus importante que le fait que ce soit arrivé. Vous trouverez ci-après un exercice que les psychologues utilisent pour aider les gens à réagir à leurs propres échecs avec plus de compassion. La recherche prouve qu'adopter cette attitude réduit le sentiment de culpabilité mais accroît le sens des responsabilités, la combinaison idéale pour vous remettre en selle par rapport à votre défi de volonté. Rappelez-vous un moment bien précis où vous avez cédé à une tentation ou remis à plus tard quelque chose que vous auriez dû faire et faites l'expérience d'adopter les 3 points de vue suivants vis-à-vis de cet échec. Quand vous subissez un revers, vous pouvez vous rappeler ces perspectives pour vous aider à éviter de tomber dans la spirale infernale de la culpabilité, de la honte et de la rechute. Premièrement, que ressentez-vous ? Quand vous pensez à cet échec, prenez un moment pour remarquer et décrire ce que vous ressentez. Quelles émotions sont présentes ? Que ressentez-vous dans votre corps ? Vous souvenez-vous comment vous vous êtes senti immédiatement après cet échec ? Comment décririez-vous cela ? Repérez si vous vous autocritiquez et ce que vous vous dites le cas échéant. Le fait de faire attention à tout cela vous permet de voir ce que vous ressentez sans vous précipiter vers la fuite. Deuxièmement, vous n'êtes pas un surhomme. Tout le monde lutte avec sa volonté et perd parfois son self-control. Cela fait partie de la condition humaine et votre revers ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Reconnaissez la véracité de ces affirmations. Pouvez-vous penser à certaines personnes que vous respectez et à qui vous tenez qui ont connu des difficultés et des revers similaires ? Cette perspective peut atténuer la voix intérieure qui vous critique et doute de vous. Troisièmement, que diriez-vous à un ami ? Réfléchissez à la façon dont vous réconforteriez un ami proche qui connaîtrait le même revers. Quels mots de soutien lui diriez-vous ? Comment l'encourageriez-vous à poursuivre son objectif ?
Cette perspective vous montre comment vous remettre en selle. Un écrivain défie la voie de l'autocritique. Ben, 24 ans, professeur de sciences sociales en collège, avait des aspirations d'écrivain et il s'était fixé l'objectif de terminer son roman à la fin des vacances d'été. Cela l'obligeait à écrire 10 pages par jour, tous les jours. Dans les faits, il écrivait 2 ou 3 pages un jour, après quoi il se sentait tellement dépassé par son retard qu'il sautait carrément le jour suivant. Se rendant compte qu'il n'allait pas achever son livre avant la rentrée scolaire, il avait l'impression d'être un imposteur. S'il ne pouvait pas faire cet effort maintenant alors qu'il avait tellement de temps libre, comment pourrait-il alors avancer quand il aurait en plus des cours à préparer et des copies à corriger ? Ben a commencé à se demander si cela valait même la peine qu'il poursuive cet objectif vu qu'il n'avançait pas comme il pensait devoir le faire. Un vrai écrivain serait capable de pondre ses pages, se disait-il. Un vrai écrivain ne jouerait pas à l'ordinateur au lieu d'écrire. Avec cet état d'esprit, il a jeté un œil critique à ce qu'il avait écrit et s'est convaincu que cela ne valait rien. Ben avait effectivement abandonné son objectif quand il s'est retrouvé dans mon cours cet automne-là. Il s'était inscrit pour apprendre comment motiver ses élèves, mais c'est lui qui l'a reconnu dans la discussion sur l'autocritique. Quand il a fait l'exercice de se pardonner pour avoir abandonné son roman, la première chose qu'il a remarquée est la peur et le doute de soi qui ressortaient du fait d'avoir abandonné. N'ayant pas réussi le petit objectif qu'il s'était fixé avec ses 10 pages par jour, il avait peur de ne pas avoir le talent et l'autodiscipline nécessaires pour atteindre son grand objectif qui était de devenir romancier. Il a été rassuré par l'idée que ses revers faisaient simplement partie de sa condition humaine et n'étaient pas la preuve qu'il n'y arriverait jamais. Il s'est rappelé avoir lu l'histoire d'autres écrivains qui avaient eu du mal au début de leur carrière. Pour trouver la voie de la compassion vis-à-vis de lui-même, il a imaginé comment il conseillerait un élève qui voulait laisser tomber son objectif. Ben a compris qu'il encouragerait celui-ci à persévérer si l'objectif était important. Il lui dirait que tout effort fait maintenant rapprocherait l'élève de son but. Il ne dirait certainement pas à l'élève « Ouvre donc les yeux, ton travail ne vaut rien ». À partir de cet exercice, Ben a retrouvé l'énergie de retourner à l'écriture de son roman inachevé. Il s'est engagé à écrire 1 fois par semaine, un objectif plus compatible avec l'année scolaire et qu'il se sentait capable de respecter. Nous avons tous tendance à croire cette voie de l'autocritique et du doute de soi, mais écouter cette voix ne nous rapproche jamais de notre but. Adoptez plutôt l'attitude d'un guide ou d'un bon ami qui croit en vous et veut ce qu'il y a de mieux pour vous et vous encouragera quand vous vous sentirez découragé. Décidez de se sentir bien. Jusqu'à présent, nous avons vu comment le fait d'éprouver des sentiments négatifs pousse à céder à la tentation. Le stress déclenche des envies irrépressibles et rend notre cerveau encore plus réceptif à la tentation. Les choses qui nous rappellent notre mortalité peuvent nous pousser à rechercher le réconfort dans la nourriture, le shopping ou le tabac. La culpabilité et l'autocritique ? Le meilleur moyen de craquer. Foutu pour foutu, autant que je me fasse un peu plaisir. Parfois, cependant, ce sentiment désagréable nous pousse dans une direction totalement différente. Abattus par la culpabilité, l'anxiété et le stress, nous nous tournons vers la seule chose qui fasse vraiment du bien. Nous décidons de changer. Les psychologues Janet Polivy et Peter Herman de l'Université de Toronto au Canada, ces chercheurs qui sont les premiers à avoir identifié l'effet foutu pour foutu, ont découvert que c'est quand ça ne va pas qu'on a le plus de chances de décider de changer. On se sent tellement coupable de s'être goinfré, on constate le montant de ses factures, on se réveille avec la gueule de bois ou on se fait du souci pour sa santé. Prendre une résolution apporte un soulagement et un sentiment de contrôle immédiat. Pas besoin de croire que nous sommes la personne qui a fait cette erreur. Nous pouvons devenir quelqu'un de totalement différent. Faire le vœu de changer nous emplit d'espoir. Nous adorons imaginer comment ce changement transformera notre vie et nous rêvons de la personne que nous deviendrons. La recherche montre que décider de se mettre au régime rend les gens plus forts, et quand ils envisagent de se mettre au sport, ils se sentent plus grands. Personne n'a dit que ces fantasmes étaient réalistes. Nous nous disons que les gens nous traiteront différemment. Tout sera différent. Plus l'objectif est important, plus la bouffée d'espoir est importante. Si bien que lorsque l'on décide de changer, il est tentant de se montrer très ambitieux. Pourquoi se fixer un petit objectif quand se fixer un objectif gigantesque fait encore plus de bien ? Pourquoi commencer petit quand on peut rêver grand ? Malheureusement, la promesse de changement, comme la promesse de récompense et la promesse de soulagement, est rarement à la hauteur de nos espérances. Un optimisme irréaliste peut nous faire du bien sur le moment, mais il nous promet de nous faire nous sentir bien plus mal plus tard. La décision de changer est ce que l'on fait de mieux en matière de gratification immédiate. Vous éprouvez tous les sentiments positifs possibles avant d'avoir fait quoi que ce soit.
Mais relever le véritable défi de changer est une autre histoire, et les récompenses initiales apportent rarement des changements aussi radicaux que nos fantasmes pleins d'espoir. Et j'ai perdu 3 kilos et j'ai toujours un boulot pourri. Face à nos premiers revers, la bouffée de sentiments positifs qui a accompagné la décision de changer est remplacée par la déception et la frustration. Chaque fois que nous ne sommes pas à la hauteur de nos espérances, nous retrouvons les sentiments de culpabilité, de doute et de déprime, et les retombées émotionnelles positives liées au vœu de changer disparaissent. À ce stade, la plupart des gens vont décider de tout laisser tomber. Ce n'est que lorsque nous sentons que nous ne contrôlons plus rien et que nous avons besoin d'un peu d'espoir que nous allons à nouveau faire le vœu de changer, et que le cycle va recommencer. Olivier et Herman appellent ce cycle le syndrome du faux espoir. En tant que stratégie pour changer, il ne marche pas. Mais c'est parce qu'il n'a jamais été considéré comme une stratégie pour changer. C'est une stratégie pour se sentir mieux, et ce n'est pas la même chose. Si tout ce qui est important pour vous c'est d'avoir de l'espoir, ce n'est pas une stratégie irrationnelle. Décider de changer est, pour la plupart des gens, la meilleure partie du processus du changement. Après, cela ne fait que se dégrader. Devoir faire preuve de self-control, dire non quand vous voulez dire oui quand vous voulez dire non, etc. L'effort que l'on doit fournir pour changer effectivement ne peut pas se comparer, du point de vue du bonheur, à tout ce que l'on éprouve quand on imagine qu'on va changer. C'est pour cela qu'il est bien plus facile d'exploiter la promesse de changement pour ce qu'elle vaut sans se préoccuper de la tenir par la suite. C'est pourquoi tant de gens préfèrent abandonner et recommencer encore et encore plutôt que de trouver un moyen de changer pour de bon. Il est difficile d'abandonner l'euphorie que procure le fait d'imaginer notre propre métamorphose. Le syndrome du faux espoir est particulièrement trompeur parce qu'il se fait passer pour du self-control. Je dirais même plus, il nous trompe tellement bien que je serais prêt à parier qu'en lisant cette petite section, vous avez dû mettre un certain temps avant de comprendre que je vous décrivais un autre piège de volonté, et non une facette positive qui apparaît quand on éprouve des sentiments négatifs. Et c'est exactement la raison pour laquelle cela vaut la peine de regarder la promesse de changement. Entre la motivation dont nous avons besoin pour changer et l'espèce d'optimiste irréaliste qui peut saboter notre objectif, la frontière est mince. Nous devons croire que le changement est possible. Sans espoir, nous nous résignerons à accepter les choses telles qu'elles sont. Mais nous devons éviter de tomber dans le piège qui consiste à utiliser la promesse de changement pour modifier la façon dont nous nous sentons et non notre comportement. Sinon, nous ne sommes qu'une autre version d'un rat qui appuie sur un levier, espérant que c'est maintenant que nous allons toucher la récompense. Sous le microscope. Décidez de se sentir bien. Prenez un moment pour réfléchir à vos motivations et à vos espoirs quant à l'idée de changer. Vous sentez-vous motivé pour changer uniquement quand ça ne va pas bien? Lorsque vous vous fixez des objectifs, le plus excitant est-il le plaisir d'imaginer comment le fait de réussir changera votre vie? Utilisez-vous les rêves de votre moi futur pour modifier ce que vous ressentez maintenant, plutôt que pour prendre de réelles dispositions en vue de modifier votre comportement? Expérience de volonté. Un pessimisme optimiste pour tenir vos résolutions. L'optimisme nous motive, mais un brin de pessimisme peut nous permettre de réussir. D'après la recherche, prévoir comment et quand vous pourriez être tenté de rompre votre vœu accroît vos chances de tenir une résolution. Pour votre propre défi de volonté, posez-vous les questions suivantes. Comment ai-je le plus de risque d'être tenté de craquer? Comment ai-je le plus de risque de me laisser détourner de mon objectif? Que vais-je me dire pour m'autoriser à repousser ce que j'ai à faire? Une fois que vous avez ce scénario en tête, imaginez-vous dans cette situation. Que ressentirez-vous? Que penserez-vous peut-être? Laissez-vous entrevoir comment vous allez typiquement vers un échec de votre volonté. Ensuite, transformez cet échec imaginaire en succès. Considérez les actions spécifiques que vous pourriez entreprendre pour tenir votre résolution. Avez-vous besoin de vous remémorer votre motivation? De vous écarter des tentations? D'appeler un ami à la rescousse? D'utiliser une des autres stratégies de volonté que vous avez apprises? Lorsque vous avez une stratégie spécifique en tête, imaginez-vous en train de l'appliquer. Visualisez-vous en train de réussir. Que cette vision vous apporte la confiance que vous ferez ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Prévoir son propre échec de cette manière est un acte de compassion pour soi-même et pas un doute de soi. Quand vous serez face à ce moment où il est possible que votre volonté vous fasse défaut, vous serez prêt à mettre votre plan en action. Un dernier mot. Pour éviter les échecs de volonté à cause du stress, nous devons découvrir ce qui nous fait vraiment nous sentir mieux, et non la fausse promesse de récompense ou les vides promesses de changement. Nous devons nous donner la permission de faire ces choses et nous protéger des sources de stress qui n'ont rien à voir avec notre vie. Quand nous essuyons néanmoins un revers, et cela arrivera, nous devons nous pardonner ces échecs et non les utiliser comme une excuse pour craquer ou abandonner. Quand il s'agit d'accroître notre self-control,
Faire preuve de compassion pour soi-même est une bien meilleure stratégie que d'être trop dur avec soi-même. Résumé du chapitre. L'idée principale. Quand on éprouve des sentiments négatifs, on a tendance à céder à la tentation, et laisser tomber la culpabilité rend plus fort. Sous le microscope. La promesse de soulagement. Vers quoi vous tournez-vous quand vous vous sentez stressé, anxieux ou déprimé ? Qu'est-ce qui vous terrifie ? Faites attention à ce qui vous stresse par rapport à ce que vous entendez ou voyez dans les médias, sur Internet ou ailleurs. Quand vous essuyez un revers, réagissez-vous à un échec de votre volonté par la culpabilité et l'autocritique ? Décidez de se sentir bien. Utilisez-vous les rêves de votre moi futur pour modifier ce que vous ressentez vraiment plutôt que pour prendre des réelles dispositions en vue de modifier votre comportement. Expérience de volonté. Des stratégies anti-stress qui marchent. La prochaine fois que vous êtes stressé, essayez une des stratégies anti-stress qui marchent vraiment. Par exemple, faites du sport ou de l'exercice physique, priez ou assistez à un service religieux, lisez, écoutez de la musique, passez du temps avec des amis ou de la famille, faites-vous masser, allez vous promener, méditez ou faites du yoga, pratiquez une activité créative. Pardonnez-vous quand vous échouez. Ayez plus de compassion par rapport à vos échecs pour éviter le sentiment de culpabilité qui fait céder à nouveau. Un pessimisme optimiste pour tenir vos résolutions. Prévoyez comment et quand vous risquez de rompre votre vœu et imaginez un plan d'action spécifique pour ne pas craquer.